Bonjour à tous. Donc, en une vingtaine de minutes. Ouais. Il y a un pointeur dessus. Ouais. Ok. Donc, en une vingtaine de minutes, on va essayer de faire le tour de ce sujet qui est la sédation sous ECMO, en essayant de ne pas être redondant avec le sujet de la ventilation sous ECMO, qui sera le sujet suivant, parce que bien évidemment, il y a des problématiques communes. C'est un sujet qui va être, je pense, soumis à discussion, donc on aura une dizaine de minutes à la fin pour partager nos expériences. Voilà. Donc je vais vous parler, en gros, le plan sera le suivant, des objectifs de sédation sous ECMO. On parlera un petit peu de pharmacologie sous ECMO. Et je terminerai, parce que ça me tient à cœur, des protocoles de sédation, de savoir ce qu'on peut appliquer à l'ECMO, de ce qui existe actuellement dans la littérature et comment ça peut nous aider dans la gestion au quotidien. Les objectifs chez les patients sous ECMO sont les mêmes que chez tous les patients de réanimation, à savoir trouver un juste équilibre entre une sédation profonde avec le risque de tomber dans les problèmes de sursédation et une sédation légère avec les risques de tomber dans les problèmes de sous-sédation et de mettre le patient en danger. Alors si j'avais fait le topo, je pense il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, on aurait pu résumer la sédation sous ECMO à cette diapo-là, c'est-à-dire une sédation profonde. Pourquoi? C'est une technique qui est invasive, qui est douloureuse, qui a risque de saignement, de déplacement de canule, etc. Donc on veut sédater profondément les patients pour augmenter leur confort. Potentiellement, comme ça, on diminue le risque de décanulation, on diminue le risque hémorragique, on diminue la VO2 du patient, ce qui paraît assez logique quand on parle d'un patient qui a une défaillance respiratoire sévère ou une défaillance cardiaque sévère. On diminue le débit cardiaque du patient, ne serait-ce qu'en ralentissant la fréquence cardiaque, et ce qui potentiellement va permettre d'améliorer l'oxygénation en ECMO véno-veineuse. Ça quand même rassure les parents de voir que l'enfant n'est pas douloureux, qu'il est calme dans son lit, et puis ça augmente le confort des soignants. Simplement, depuis maintenant presque une vingtaine d'années, on connaît les effets délétères de la sédation profonde, de la sédation prolongée. Il y a encore des études récentes qui sortent. Ça, c'est une étude qui a été publiée en 2013, une étude malaisienne, multicentrique, c'est de l'adulte, 250 patients ventilés plus de 24 heures. Et on voit que les patients sédatés profondément, qui sont en bleu sur les deux Kaplan-Meier, ont des durées de ventilation plus longues et ont une mortalité à 180 jours plus importante que les patients qui sont sédatés de façon plus légère. Une étude pédiatrique qui montre le lien entre la sédation profonde et le syndrome de sevrage. C'est une étude hollandaise. Vous savez que les Hollandais sont très en avance sur tous les problèmes de sédation, d'introduction de protocoles, etc. 79 enfants suivis, donc le syndrome de sevrage suivi par un score qui s'appelle le score de Sofia. Et ce qu'ils ont montré, c'est qu'il y avait une corrélation franche entre donc ce score et la dose totale de midazolam reçue pendant la ventilation, et également une corrélation entre ce score et la dose d'opioïdes. Et puis tout ça a été corrélé également à la durée des traitements sédatifs. Autre problème de la sédation prolongée, c'est les dysfonctions diaphragmatiques liées à la ventilation. Cette étude de Samir Jaber, qui était publiée en 2011, montre très clairement que la dysfonction diaphragmatique sous ventilation, elle est sévère, elle est majorée par le SASPI, et surtout elle est très précoce. Hein, vous voyez en fait la force diaphragmatique sur cet histogramme qui est mesurée grâce à un outil qui est la pression d'occlusion des voies aériennes après une stimulation diaphragmatique. Et vous voyez en fait cette force diaphragmatique, cette puissance qui diminue de jour en jour, et ce de façon très précoce en fait dès le premier jour. Et donc pourquoi? Parce que le diaphragme, c'est un muscle comme tous les autres. S'il ne fonctionne pas, il s'atrophie. Et donc on voit que ça apparaît très précocement s'il ne fonctionne pas. Si on regarde des coupes histologiques de diaphragme, vous voyez à gauche un patient qui est sédaté de façon courte, et à droite un patient qui est sédaté de façon plus prolongée. Et vous voyez en fait une atrophie de ces faisceaux musculaires. Si on chiffre ça en quantifiant la surface, en mesurant en fait la surface des fibres musculaires, à droite vous avez toujours un patient sédaté de façon prolongée, à gauche un patient sédaté moins longtemps. Et vous voyez une nette diminution de la surface des fibres chez les patients ventilés longtemps. Et de la même manière, cette diminution de la surface de ces fibres musculaires est corrélée à la durée de ventilation. Donc on voit bien que c'est un muscle qui va s'atrophier rapidement. Donc si on ne le fait pas fonctionner, ça risque de poser problème. Est-ce que finalement les patients qu'on sédate et qu'on ventile s'arrêtent fréquemment de respirer? Ça, c'est une étude
qui a été publié par Guillaume et Muriot en 2014 dans Intensive Care. Ils ont suivi 52 patients. Ils ont regardé en fait le signal électrique, donc le signal EADI du diaphragme, et ils ont regardé au cours de la ventilation. Ils ont fait plein de mesures en ventilation assistée et puis pendant le réveil des patients. Et ils ont regardé un petit peu l'activité électrique de ces patients. Donc vous avez à droite un patient à différents moments de sa prise en charge. Sur les deux diagrammes du haut, c'est un enfant qui, dans sa prise en charge, on va dire intense au départ, et puis en bas, vous avez le réveil du patient. Et au départ, vous voyez que vous n'avez pas du tout de signal électrique du diaphragme, et ça réapparaît ensuite quand on réveille le patient. Et en fait, quand on regarde l'ensemble des mesures qu'ils ont pu réaliser sur leurs 50 patients, on s'aperçoit que dans 20% du temps, je suis désolé, c'est pas très bonne qualité, dans 20% du temps, eh bien en fait, les patients n'ont aucun signal électrique, hein, ce qui correspond en fait soit à des périodes de sursédation, soit des périodes de surassistance ventilatoire. Et si on exprime les choses de façon un peu différente, en fait, près d'un tiers des patients n'avaient pas de signal électrique du tout pendant plus d'un tiers du temps. Hein. Donc, on les empêche de respirer par la ventilation et par la sédation de façon importante. Si on exprime les choses encore de façon un peu différente, ça c'est une revue de la littérature qui a repris un petit peu toutes les études récentes sur la sédation chez l'enfant. Les barres grises en fait du milieu correspondent à on va dire des patients qui sont sédatés de façon normale. Les barres noires sur le côté gauche du diagramme correspondent à des patients qui sont sous-sédatés, et les grilles foncées à droite, c'est des patients qui sont sursédatés. Et donc vous voyez que si vous reprenez l'ensemble des études, les épisodes de sursédation correspondent à en moyenne autour de 50%, voire plus, jusqu'à 80% dans certains papiers. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, je pense qu'il y a une quinzaine d'années, sous ECMO, on aurait probablement sédaté de façon prolongée, profonde tous nos patients. Quand on regarde cette littérature-là, on a envie de tendre vers un réveil, dans un premier temps un réveil modéré de nos patients, avec des objectifs de confort qui ne sont pas les mêmes. On va dire qu'un enfant sédaté profondément, il a un confort B entre 7 et 11, et là on va voir si on peut aller vers des conforts un peu plus légers, ce qui permettra d'avoir une ventilation spontanée. On en parlera dans le topo suivant. Et puis la question qui suit, c'est de savoir si on peut aller jusqu'au réveil complet, voir l'extubation du patient. On va voir ce qui existe dans la littérature. Alors, en ce qui concerne ce réveil complet, je vous présente d'abord deux séries adultes. Une première série rétrospective, donc c'est une série allemande, des patients d'insuffisance respiratoire ou cardio-respiratoire terminale en attente de transplantation. Ils sont soit en ECMO-VV, soit en ECMO-veiне artérielle. Et ils ont comparé en fait leurs patients extubés sous ECMO, donc 26 patients pendant la période 2008-2011, à une cohorte historique en fait qu'ils avaient. Donc une période antérieure, 2006-2008, 34 patients. Alors ce qu'il faut dire d'emblée, c'est quand même que la gravité des patients n'est pas la même entre les deux périodes. Dans la période historique, les patients sont plus sévères, ils ont des scores de gravité plus importants. Néanmoins, ils ont regardé la mortalité en comparant ces deux groupes, et je suis désolé, les qualités sont vraiment pas très bonnes. En tout cas, vous devinez que ça va. Vous devinez que la mortalité est supérieure dans le groupe des patients qui n'ont pas été extubés par rapport à ceux qui ont été extubés sous ECMO. Encore une fois, il y a des gros biais avec cette étude, mais voilà, c'est des débuts de choses intéressantes. Même raisonnement chez des patients cette fois en choc cardiogénique réfractaire. Une soixantaine de patients. En fait, ils ont comparé 18 patients réveillés sous ECMO, extubés, à une cohorte de groupe contrôle, 41 patients. Là encore des différences significatives en termes de gravité des malades, mais néanmoins on a pu regarder des choses. Ils ont regardé là encore la mortalité entre les deux groupes, avec une diminution de la mortalité chez les patients extubés, réveillés. Bon, encore une fois, avec le gros biais que je vous dis qu'il y a la différence de gravité des patients dès le départ. Et autre chose intéressante, c'est qu'en termes de complications, pas plus de complications à type de saignement entre les patients réveillés, extubés et les patients contrôleux. Alors chez l'enfant, qu'est-ce qu'on a on a des séries récentes, toute la littérature que je vais vous montrer, ce sont des choses récentes. Deux cas, donc c'est des séries de cas sans comparaison avec des groupes contrôle, deux patients extubés sous ECMO. Contrairement à ce qu'on peut penser
Il y a des enfants extubés sous ECMO véno-veineuse pour indication respiratoire, mais il y a aussi des séries en véno-artérielle pour indication cardiaque. Et ce qui est intéressant, vous allez voir dans les séries que je vais vous montrer, c'est que finalement, il y a des choses qui sont faisables dans les petits âges, dans les âges très jeunes, y compris en période néonatale. Une première étude rétrospective, donc 16 cas de patients tous extubés sous ECMO, c'est une série américaine. Vous voyez sur l'histogramme du haut en fait la répartition des malades sur la période 96-2013. Donc c'est essentiellement des choses qui ont été faites récemment, surtout à partir de 2010, 2011, 2012, 2013. Ils avaient donc sur ces 16 patients 14 pour indication respiratoire, 2 pour indication cardiaque. Sur les indications respiratoires, 7 véno-veineuses, 7 véno-artérielles. Et ce qui est intéressant, c'est les âges. 5 nouveau-nés et 9 enfants, ça fait pas. Si, ça fait 14, c'est bon. 9 enfants de plus d'un mois. Et puis les 2 cardiaques, c'est des enfants un petit peu plus vieux, plus d'un mois. Et c'est 2 véno-artérielles, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'ils ont. Quand on regarde un peu plus précisément le papier, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'ils arrivent à les extuber de façon très précoce, en fait. Pas tous, mais vous voyez que si on regarde J0, J1, J2, 3 patients extubés à J0, 3 patients extubés à J1 et 2 patients patient extubé à J2. Et les autres extubés après J2. Quand on fait la moyenne de la durée d'extubation sur la durée totale d'ECMO de ces patients-là, ils ont réussi quand même à les extuber, donc à les laisser respirer, donc réveiller pendant plus de 50% du temps. Quand on regarde la sédation qu'ils ont appliquée, alors ils ne détaillent pas forcément de façon très précise la sédation, mais tous ces patients reçoivent quand même une sédation. Donc 16 sur 16 ont du fentanyl, quasiment tous ont du midazolam. Ils utilisent un petit peu la dexmédetomidine, on va en reparler. Voilà. Quand on regarde les scores de sédation, donc c'est le score SBS. À gauche, donc les 2 histogrammes de gauche, ce sont les patients qui sont calmes, en comparant les patients extubés en noir et les patients intubés en gris. Et vous voyez qu'il y a en pourcentage, les pourcentages de temps où ils sont calmes sont plutôt un peu plus importants chez les patients extubés que chez les patients intubés. Au milieu, vous avez les patients qui sont pour le coup sédatés de façon assez profonde, avec des scores entre -1 et -3. Et vous voyez que là encore, ils sont sédatés un peu plus profondément quand ils sont intubés que quand ils sont extubés. Et quand on compare les épisodes d'agitation à droite, il n'y a pas tellement de différence entre les deux groupes. Donc ça c'était de l'ECMO, donc il y avait essentiellement du respiratoire, il y avait aussi un petit peu d'indication cardiaque, et ça c'est une série très récente, Pédiatrique Cardiologie 2015, série donc toujours allemande, 6 cas. Et là ce sont des indications d'ECMO véno-artérielle pour choc cardiogénique, donc chez l'enfant. Donc il décrit ces 6 cas-là, et vous voyez d'emblée sur le tableau, ce que j'ai encadré, que parmi ces 6 cas-là, il y a quand même du tout petit. Il y a 4 patients qui ont moins d'1 an. Les 2 premiers ont moins d'1 an, le 4e il a 4 semaines, et le tout dernier c'est un nouveau-né. Donc il y a du tout petit extubé sous ECMO véno-artérielle. Quand on regarde le timing d'extubation, on voit, c'est variable en fonction des cas, mais on voit qu'il y a quand même quelques extubations précoces. Le tout premier, il est extubé à H24, donc c'est le myocardite, extubé à H24. Il a 2 mois et demi. Et puis les autres, vous voyez, extubé J5, H48, J4, J7, J8. Les médianes de durée d'extubation, donc à droite j'ai mis les médianes, donc 17 c'est la médiane de durée d'ECMO et 9 c'est la médiane de durée d'extubation sous ECMO. Et en fait, quand on regarde le pourcentage du temps où ces patients sont extubés, donc sur ces 6 cas, on n'a pas les cas non extubés. Ils sont quand même extubés 78% du temps. 3 d'entre eux, 3 sur les 6 ont été réintubés. Ils disent que c'est à chaque fois pour des indications, pour des interventions. Quel est le support ventilatoire une fois qu'ils sont réveillés extubés? Ils ont tous soit une CPAP, soit une oxygénothérapie au débit. Ils reçoivent tous quand même, comme je vous le disais tout à l'heure, une sédation à base de clonidine, de diazépam, de barbiturique, de morphine. Et en termes de complications, ils décrivent essentiellement des complications à type de saignements locaux, pas de saignements majeurs. Voilà ce qui est décrit dans ce papier-là. Et on a le droit,
on a le droit à des photos dans le papier, de photos d'enfants extubés sous ECMO, qui ont l'air quand même relativement présents. Hein. Donc c'est quand même un papier qui, moi personnellement, me laisse un peu rêveur, mais j'espère qu'on tendra à ça. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut réveiller tous les enfants à n'importe quel moment de la prise en charge, quelle que soit la pathologie? Bien évidemment que non. Je vous rappelle quand même cette étude, parce qu'elle est importante, sur le SDRA, sur la curarisation SDRA, étude célèbre de Papazian, publiée dans le New England en 2010, 340 patients adultes ventilés pour un SDRA sévère, curarisation 48 heures versus placebo, avec une différence de mortalité à 90 jours. Il n'y a pas de patients sous ECMO à ma connaissance dans ce papier-là, sauf si j'ai mal lu. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la discussion et les mécanismes supposés de l'avantage des curares. On parlera de ventilation tout à l'heure. Il suppose que c'est par le biais d'une amélioration de la synchronisation patient-ventilateur qui permet une diminution du volotraumatisme, une diminution des espaces, des zones pulmonaires en collapsus et versus les zones pulmonaires surdistendues. Et il parle d'un effet propre anti-inflammatoire des curares. Et pourquoi il parle de ça? Parce qu'en fait, ils avaient fait une étude au préalable en 2006, c'est la même équipe en fait, où ils avaient regardé, c'était une étude randomisée également, hein, curares versus placebo, 36 adultes en SDRA, et ils avaient regardé en fait les cytokines pro-inflammatoires à la fois dans le poumon, dans le LBA, et à la fois dans le sérum. Donc vous avez à gauche les patients contrôle, vous voyez pas de différence entre le débarrage et 48 heures de traitement placebo. Et en revanche, dans le groupe curare, entre le moment où on inclut le patient et les 48 heures qui suivent, on a une diminution de l'interleukine 8 dans le LBA. Et quand on regarde dans le sérum, on retrouve les mêmes choses pour l'interleukine 6 et l'interleukine 8, à savoir sous curare, une diminution de l'inflammation dans le sérum en ce qui concerne l'interleukine 6 et l'interleukine 8. Donc un effet propre anti-inflammatoire des curares, c'est quand même important de le savoir. Il y a une étude très récente, hein, donc c'est une étude chez le rat, qui date de la fin de l'année dernière, de fin 2015. C'est un modèle de péritonite, donc par ponction du sécom, et donc ils ont fait 3 groupes. Un groupe contrôle, un groupe péritonite seul, ventilé, et puis un groupe péritonite plus curare. Et donc ils ont ventilé ces petits rats pendant 18 heures. Et ils ont regardé ce que ça donne en termes d'inflammation d'abord. L'HMG-GB1, c'est une cytokine pro-inflammatoire dont on sait qu'elle est liée à la dysfonction diaphragmatique, liée au sepsis ou liée à la ventilation. Et en fait, donc à gauche, vous avez le groupe contrôle. Si on fait simplement une péritonite, on voit que cette cytokine pro-inflammatoire s'exprime plus. Et sur l'histogramme de droite, vous voyez que si vous rajoutez un curare, vous diminuez un petit peu l'inflammation qui est générée par la péritonite. Si on regarde en termes de force du diaphragme, avec le même système que je vous expliquais tout à l'heure de la mesure de la pression de fermeture des voies aériennes, si vous faites une péritonite, donc en haut vous avez le contrôle, tout en bas vous avez le groupe péritonite seul, donc une diminution de force liée à l'inflammation, et puis si vous rajoutez des curares, vous allez récupérer un petit peu de force en diminuant l'inflammation. Donc c'est quand même des choses qui font réfléchir. Dans ce contexte, quels sont nos objectifs finalement quand on est face à nos patients? Est-ce qu'on les garde en sédation profonde? Est-ce qu'on les réveille modérément? Est-ce qu'on va d'emblée à l'extubation? Est-ce que l'âge du patient est un facteur important? On a vu quand même dans les séries de cas que c'est pas forcément le cas, hein. Il existe une fenêtre pour extuber de façon précoce même les petits patients. Finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser intuitivement, est-ce que l'indication et le type de cannulation est forcément aussi quelque chose de rédhibitoire? On voit qu'il est possible aussi de réveiller, voire d'extuber des enfants en ECMO véno-artériel. En revanche, il y a des problèmes inhérents à la technique qui, à mon avis, sont incontournables et ne permettent pas un réveil précoce. C'est les problèmes de saignement, c'est les problèmes de défaillance associés. Hein, si on a un choc, en particulier un choc septique dans le cadre d'un SDRA qui n'est pas contrôlé, ça me paraît pas être le moment de réveiller le patient. Si on a une indication neurologique, de garder l'enfant sédaté, je pense par exemple à un enfant noyé qui a pu faire un arrêt cardiaque en plus d'un problème respiratoire, évidemment on va pas le réveiller de façon précoce. À mon avis, dans le SDRA, la question du timing du réveil n'est pas du tout tranchée dans la littérature. Se pose quand même la question des 24-48 premières heures, avec le problème des curares dont je vous ai parlé.
Et probablement qu'il faut dichotomiser entre les 48 premières heures et la suite. Donc j'ai pas la réponse à cette question. Ah, bonjour à tous. C'est bon. D'accord. Vous voyez vraiment, c'est pas bon du tout. Bon, je sais pas, je vais vous décrire. Hein. Donc ça, c'est une étude de pratique, une étude américaine, mais qui est ancienne. Hein. Probablement que si on la refaisait aujourd'hui, elle serait différente. Hein. Ça date de 2005. 37 centres pédiatriques qui font de l'ECMO respiratoire. Et donc, les chiffres, je les vois pas bien. Je sais plus. Oui, c'est ça. En gros, ce qui montrait dans le papier, je sais pas si vous voyez un petit peu, ce qui montrait dans le papier, c'est que globalement, les objectifs de sédation sont des objectifs, donc à l'époque, hein, en 2005, étaient des objectifs de sédation relativement profonde pour, on va dire, 2/3 des patients. Bon, là, j'avance parce que je vois rien. En 2007, probablement que si on refaisait la même étude, ce serait très différent. Et je sais qu'il y a des études qui sont en cours sur ce sujet-là actuellement. Je vais aller plus vite sur la pharmacologie. Il y a quand même des petites choses intéressantes. Quand on parle de pharmacocinétique sous ECMO, en fait, on décrit deux compartiments différents. Le patient, ça c'est comme chez tous les patients de réanimation. Ils ont une augmentation du volume de distribution par une fuite capillaire liée à la pathologie sous-jacente, majorée par le CIRS chez l'ECMO. Ils ont une altération de leur clairance. Et puis, il y a tous les problèmes pharmacocinétiques liés au circuit. Ce circuit va lui aussi augmenter le volume de distribution et il va poser un problème de fixation des médicaments sédatifs à différents endroits du circuit, sur l'oxygénateur et sur les tubulures. Et pour analyser spécifiquement en fait l'impact de ce circuit sur les drogues sédatifs, pour les étudier, il faut faire des modèles ex vivo et ça, il y a pas mal d'études dans la littérature sur les médicaments sédatifs en ECMO. Je ne sais pas pourquoi ça passe aussi mal. Donc une première étude ex vivo, donc c'est-à-dire que c'est une ECMO qui tourne pour son propre compte. Ils ont fait une injection 15 minutes après le début de l'ECMO et 15 minutes après le début, ils ont pris 60 ml de sang qu'ils ont mis dans une seringue et puis sinon ils ont laissé le circuit tourner. Ils ont comparé ce qui se passait dans la seringue et ce qui se passait dans l'ECMO en faisant des dosages répétés M15, H24, H48. Quand on regarde le midazolam, vous avez donc en bleu ce qui se passe dans la seringue. Vous voyez que c'est relativement stable. Il n'y a pas très peu de diminution des concentrations de midazolam dans la seringue. En revanche, quand vous regardez ce qui se passe dans l'ECMO, vous voyez que de façon assez précoce, vous avez une chute des concentrations de midazolam dans le circuit, ce qui atteste qu'il y a une fixation. Le midazolam va se fixer quelque part. Si on fait la même chose avec du fentanyl, on retrouve les mêmes choses. Si on fait avec du lorazépam, on retrouve la même chose. En revanche, si on fait la même étude avec la morphine, on ne retrouve pas la même chose. La morphine ne va pas se fixer dans le circuit d'ECMO pour une raison simple, c'est que la morphine n'est pas un médicament lipophile contrairement aux trois autres. Et c'est la caractéristique, c'est que les médicaments lipophiles vont se fixer dans les circuits contrairement aux autres médicaments. Je vous ai fait ici un petit tableau des médicaments qu'on utilise en pratique. En fait, la majorité sont lipophiles, le fentanyl, sulfentanyl. La dexmédetomidine, on retrouve exactement avec cette molécule les mêmes études que celles que je vous ai présentées juste la diapo d'avant. Et on sait que la dexmédetomidine va se fixer essentiellement sur les tubulures de l'ECMO. Les midazolam, la kétamine, les barbituriques sont des médicaments lipophiles. Le propofol est moyennement lipophile. Et simplement, en médicaments hydrophiles, on retrouve la morphine, le rémifentanyl, les curares. Les anesthésistes connaissent bien ça, les pédiatres peut-être un peu moins. Un petit mot sur la kétamine en ECMO, une étude rétrospective adulte, 26 patients, kétamine en deuxième ligne. Ce qu'ils ont simplement observé, c'est qu'est-ce qui se passe 2 heures après l'introduction de la kétamine. Chez la majorité des patients, en tout cas 11 patients, sur 14 qui étaient sous vasopresseurs, on a une diminution des doses de vasopresseurs et pour 9 patients sur 26, on a une diminution des autres analgésiants ou sédatifs. Donc on a un intérêt potentiel de la kétamine, je pense qu'on utilise largam à nu en réanimation pédiatrique. Ouais, ça je passe rapide parce que c'est pas très intéressant.
Simplement pour vous dire que ça, c'est la même enquête que tout à l'heure, hein, 37 centres américains, et ils ont demandé sur une échelle de 0 à 6 aux médecins ou aux équipes quelles étaient en fait leur satisfaction des différents médicaments. Donc vous avez les différents médicaments qui sont classés. On voit que globalement les gens sont quand même plutôt satisfaits. Par exemple le midazolam, qui est totalement à gauche, il y a une satisfaction de 5,5 sur 6 en moyenne, hein, ou en médiane. Donc les gens, ça a pas l'air d'être un gros problème. L'utilisation des médicaments sédatifs n'a pas l'air de poser un énorme problème aux gens en pratique. Un petit mot sur les protocoles de sédation, si j'ai un peu de temps. Vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose, et je pense qu'il y a énormément de choses à faire sur le sujet. Pourquoi? Donc il y a deux types de protocoles de sédation qui ont pour but, de diminuer les doses de sédatifs, puisqu'on a vu les effets indésirables, les effets délétères, et deux, d'avoir une sédation plus appropriée aux patients, parce que plus réactive. Et donc il y a deux façons de faire, essentiellement dans la littérature, c'est d'interrompre de façon quotidienne la sédation, ou soit c'est de faire gérer la sédation par les infirmières. Une première étude sur l'interruption quotidienne de la sédation, 102 enfants, randomisation, réveil quotidien à 8 heures tous les matins versus contrôle, et on ne réendort le patient à 50% de la dose simplement que s'il s'agite. Ça a permis une diminution de la dose quotidienne de midazolam. Ils ont montré une diminution de la durée de ventilation et de la durée de séjour en réanimation. Il n'y a pas d'ECMO dans cette étude-là. Il y a une étude qui peut un petit peu se rapprocher, mais vous allez voir que ce n'est pas la même chose. C'est une étude de faisabilité chez le nouveau-né, une étude hollandaise, où pour le coup ils arrêtent la sédation, mais après la procédure simplement. C'est-à-dire qu'ils mettent le patient sous ECMO, le patient pendant la procédure est sous fentanyl et midazolam, ils arrêtent 30 minutes après la cannulation, et puis ils reprennent simplement si le patient s'agite. Donc c'est essentiellement, vous voyez en haut là, des indications respiratoires, hein, sur les 20 patients, il y a 10 inhalations méconiales et 7 hernies diaphragmatiques. Et on voit, donc vous voyez sur ce diaphragme le temps auquel la sédation a été reprise. En haut vous avez midazolam, au milieu vous avez la morphine et en bas vous avez l'ensemble des sédatifs. Et vous voyez qu'on arrive à décaler la reprise de la sédation de 10 voire 15 heures avant de reprendre une sédation. Bon, je pense qu'à mon avis c'est quand même différent de ce qu'on a vu précédemment. Ça montre simplement que le métabolisme chez le tout petit est assez lent et que donc il cuve un petit peu la sédation qu'il a reçue pendant la procédure. Bon. C'est quand même pas inintéressant de le noter. En tout cas, pas de problème de complications, de décannulation, d'extubation ou de saignement pendant cette procédure-là. Je terminerai par les protocoles gérés par les infirmières. Vous savez qu'il y a une étude randomisée qui est sortie l'année dernière, une étude pédiatrique, où ils ont randomisé 31 services de réanimation. Certains avaient un protocole de sédation versus ceux qui avaient une sédation en pratique usuelle. Et donc c'est que des indications d'intubation pour détresse respiratoire. Là encore pas d'ECMO, 1200 patients dans chaque bras et pas de différence en termes de durée de ventilation. Et puis en termes de réveil, des choses un petit peu discordantes. Globalement, ceux qui sont sous le protocole passent plus de temps réveillés, ce qui semble quand même nous intéresser sous ECMO. Et en revanche, ils présentent aussi en pourcentage plus de temps où ils sont agités. Donc un petit peu contradictoire et pas de patients sous ECMO. Donc sous ECMO, nous c'est ce qu'on pratique et ce sera ma dernière diapo à Nantes. C'est une étude avant-après qu'on a fait, donc qui n'était pas designée pour les patients d'ECMO, hein, qui était pour tous nos patients ventilés plus de 24 heures. On a fait une étude avant-après, 15 mois avant, 6 mois de mise en place du protocole, 15 mois après. C'était que des enfants de plus de 28 jours et donc ce sont les infirmières qui gèrent la sédation selon un protocole avec des objectifs différents en fonction des pathologies, soit des sédations profondes 7-11, soit des sédations légères 11-17, une centaine de patients par groupe. Et on a regardé là pour cette journée-là avec Pierre, que je remercie d'avoir sorti les stats, on a regardé nos patients sous ECMO dans nos séries. Alors, il y en a très peu, 4 avant, 3 après. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas eu de problème d'effets indésirables chez les patients sédatés avec les infirmières qui gèrent la sédation. On n'a pas eu de problème de déplacement de canule, ni de saignement massif, ni d'auto-extubation sous ECMO. Quand on regarde les durées de ventilation, évidemment, on n'a rien de significatif, on est sur tout petits effectifs, mais la durée de ventilation a diminué entre les deux périodes.
Ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi, quand on compare dans la phase après, donc sous protocole de sédation, les doses de sédatifs entre les patients sans ECMO et les patients sous ECMO. On a quand même si c'est pas significatif, parce qu'on est sur des petits effectifs, on a quand même tendance à avoir la main un peu plus lourde sur les patients sous ECMO. Mais encore une fois, cette étude, elle s'est terminée en 2012 ou 2013, et donc peut-être qu'aujourd'hui, ce serait différent. En conclusion, j'espère que j'ai pas trop dépassé. Donc la conclusion, c'est qu'en termes d'objectifs, on voit dans la littérature que quand même on tend et on a envie de croire qu'on peut réveiller nos patients, voire les extuber, mais il est clair qu'aujourd'hui, le niveau de preuve est quand même très faible. On est sur des rapports de cas, des séries de cas. L'impact sur le pronostic des patients n'est pas clair. L'incidence en termes de complications est quand même pas bien établie non plus. Ce qui est quand même intéressant quand on voit les séries, c'est qu'il est possible de faire ça en ECMO veineux artériel pour indication cardiaque, contrairement à ce qu'on pourrait penser intuitivement. La phase très précoce du SDRA, à mon avis, n'est pas quelque chose de tranché. En termes de pharmaco, il n'y a pas vraiment de scoop. Ça n'a pas l'air d'être une grosse difficulté chez les patients sous ECMO par rapport aux autres patients. Il y a quelques petites choses à savoir en termes de pharmacocinétique dans le circuit. Je pense que c'est des choses qui posent plus problème pour d'autres médicaments. Je pense aux antibiothérapies, etc. Parce que c'est vrai que finalement les sédatifs, on peut sédater QSP, on peut changer de drogue si ça ne fonctionne pas. Chez les antibiotiques, pour les antibiotiques, il faut monitorer ça de façon précise. En ce qui concerne les protocoles de sédation, c'est certainement très intéressant, mais là pour le coup, il y a vraiment tout à faire. Je vous remercie. Vas-y.